l'étranger. Un nouveau journal avec vous, Florence Cohen. Rebonjour Florence. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Il n'aura pas fallu 3 mois après le début du retrait américain d'Afghanistan. Les talibans sont de retour au pouvoir à Kaboul, 20 ans après avoir été chassés par une coalition internationale menée par les États-Unis. La commémoration des attentats du 11 septembre aura donc un goût encore plus amer le mois prochain. C'est après ce choc, en effet, que la coalition s'était bâtie. D'ailleurs, les mots fiasco et débâcle reviennent beaucoup en ce moment aux États-Unis. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Les dernières informations de la nuit sont les suivantes. Les talibans sont entrés dans la capitale, Kaboul, et le président a fui son pays. Oui, le président Ashraf Ghani a quitté l'Afghanistan pour éviter, dit-il, un bain de sang. Il s'est réfugié hier de l'autre côté de la frontière afghane, au Tadjikistan. C'est là qu'il a déclaré que les talibans avaient gagné, qu'ils sont à présent responsables de l'honneur de la possession de leur pays. À peine quelques heures après sa fuite, les talibans ont envahi le palais présidentiel. En direct à la télévision, ils proclament leur victoire, récitent le Coran, tous assis autour du bureau du président. Armes à la main, ils arpentent les couloirs du bâtiment officiel, leur drapeau blanc hissé au-dessus du palais. Dans les rues de Kaboul, ce matin, c'est le chaos. Une foule immense se retrouve sur le tarmac de l'aéroport, sécurisé par les militaires américains. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des centaines de civils qui courent pour essayer désespérément de monter dans un avion. Certains ont à peine eu le temps de faire leurs valises, d'autres n'ont rien. Tous veulent partir de peur de combats très violents dans la capitale, mais aussi du règne des talibans. Le secrétaire général de l'ONU, notamment, dit être préoccupé par l'avenir des femmes et des filles. Les pays occidentaux, Johanna, États-Unis en tête d'ailleurs, évacuent leurs ressortissants en catastrophe. Oui, le personnel des ambassades, notamment des États-Unis, de l'Allemagne ou encore de la France, sont tous regroupés à l'aéroport international de Kaboul. Des départs en avion ont commencé dès hier soir avec une présence militaire renforcée. Le président américain Joe Biden a déployé 6 000 soldats pour évacuer ses 30 000 ressortissants. 600 militaires britanniques sont également mobilisés. La France, elle, envoie 2 avions de transport militaire aux Émirats arabes unis qui vont effectuer des allers-retours et récupérer tous les Français coincés en Afghanistan. Paris, qui par ailleurs insiste, elle veut continuer à protéger les personnalités de la société civile afghane. Dès vendredi, plus de 600 Afghans employés par des organisations françaises en Afghanistan sont arrivés en France avec leurs familles. Merci Johanna Chabas. Un conseil de défense a lieu à midi, présidé par Emmanuel Macron, qui prendra la parole ce soir à 20h sur l'Afghanistan. Alors avec le retour des talibans en Afghanistan, la question de la protection des civils se pose déjà. On compte 270 000 personnes déplacées depuis le début de l'année, des personnes qui cherchent à fuir leur pays tout simplement. Oui, plusieurs États européens ont suspendu les expulsions vers l'Afghanistan, mais ils craignent que leur clémence n'incite les Afghans à se mettre en route vers l'Europe. C'est le cas de l'Allemagne qui redoute une situation identique à celle des Syriens en 2015. À 40 jours des élections générales, Berlin se montre très prudente, Hélène Kohl. L'Allemagne est en pleine contradiction. Il y a 10 jours encore, le ministre fédéral de l'Intérieur demandait à l'Union européenne de ne pas cesser les expulsions vers l'Afghanistan avant finalement de les suspendre de sa propre initiative la semaine dernière. En juin, la majorité d'Angela Merkel refusait l'évacuation des employés afghans qui ont travaillé avec l'armée ou les ONG allemandes. Depuis cette nuit, sur ordre de la chancelière, des troupes d'élite sécurisent des rotations pour justement faire sortir ces Afghans et leurs familles au plus vite de Kaboul, direction l'Ouzbékistan, où ils pourront éventuellement partir vers l'Allemagne, même sans visa, promet Berlin. Mais c'est une course contre la montre. La partie civile de l'aéroport de Kaboul est déjà sous contrôle des talibans. Au-delà de ces familles se pose la question des réfugiés en général. L'Europe doit-elle en prendre d'office un contingent, comme le Canada a proposé de le faire ce week-end? Oui, répond la candidate des Verts à la chancellerie, Annalena Baerbock. Ces 2 concurrents, le conservateur Armin Laschet et le social-démocrate Olaf Scholz, n'ont pour l'instant pas pris position. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1. Et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi pour débattre de la situation en Afghanistan. 8h et bientôt 6 minutes sur Europe 1. En Haïti, le séisme de samedi a fait près de 1300 morts et 5700 blessés. Dernier bilan encore provisoire d'une secousse de 7,2 sur l'échelle de Richter. Des milliers de personnes sont sans abri. Les recherches pour tenter de retrouver des survivants se poursuivent, Zoé Pallier. Des quartiers entiers sont détruits, la terre fendue, le sol recouvert de gravats. Des survivants sortent des décombres, tendent la main vers les secouristes qui sont à pied d'œuvre depuis samedi. Malgré le manque de matériel médical dans le pays le plus pauvre d'Amérique, Franz Duval est journaliste. Il a ressenti les secousses depuis Port-au-Prince, à 160 km de l'épicentre. Ceux qui sont blessés ne peuvent toujours pas recevoir tous les soins qu'ils nécessitent. Parce que les villes qui ont été frappées, c'est de petites villes où les infrastructures hospitalières n'étaient pas à la hauteur d'une catastrophe de ce genre.
Alors là, maintenant, on est en train de transférer des blessés à Port-au-Prince et ensuite, on est en train d'acheminer aussi du personnel médical vers ces villes. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de routes qui sont bloquées. Pour le moment, ce sont les hélicoptères, bientôt sans doute des bateaux qui vont essayer de secourir ces villes les unes après les autres. Et malgré les efforts de la protection civile, sur place, l'eau potable commence à manquer et des bâtiments fissurés menacent encore de s'effondrer. Le pass sanitaire devient obligatoire aujourd'hui dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, essentiellement dans le sud du pays. Dans les bars et les restaurants, il est en vigueur depuis une semaine maintenant. Le QR code obligatoire a une conséquence directe, une baisse de la fréquentation de ces établissements. Les chiffres varient fortement entre l'intérieur des terres et le littoral. C'est le constat d'Hélène Clotour de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie en Vendée. Dans les grandes villes, on va dire plus dans les terres, ils accusent une perte de 50 à 70% de clientèle. Et puis après, sur la côte, puisqu'avec la saison touristique qui bat son plein, on a entre 20 en moyenne, entre 20 et 30% de pertes. Ça se passe plutôt pas mal. C'est vraiment sur certains établissements parce qu'ils ont une physionomie assez spécifique de grandes terrasses où là, par contre, il y a plus de soucis parce que les clients s'installent, ils vérifient le pass et puis si le pass n'est pas valide, on leur demande donc de se lever et de partir. Et là, forcément, il peut y avoir des échauffourées, quoi. Nous, on se retrouve entre le marteau et l'enclume avec des cabales pas possibles entre les anti-vax et les pro-vax. Je vous assure, c'est terrible. Moi, j'ai essuyé, d'ailleurs, il y a 15 jours, une cabale sur Internet en disant que je ne respectais pas, que je ne pouvais pas passer le pass, alors que c'est pas vrai du tout. Alors qu'une semaine avant, moi, je m'étais fait quand même cracher dessus parce que j'ai viré un client qui voulait absolument pas porter son masque à l'intérieur du restaurant. Donc, vous voyez, c'est compliqué à gérer psychologiquement toute cette histoire. La présidente de l'UMI en Vendée avec Maud Descamps. Les catholiques fêtaient hier l'Assomption et les pèlerins ont pu revenir à Lourdes. Après un 15 août 2020 sinistré pour cause de contexte sanitaire, on est loin quand même des fréquentations d'avant Covid. Mais ce retour des pèlerins suscite beaucoup d'espoir, comme l'a constaté notre correspondant Benjamin Péter. Ça fait très plaisir. On voit qu'on en sortira du virus et que la vie reprendra normalement. Coiffé de son béret, Alain observe cette foule devant la basilique, autour de la grotte. 11 000 personnes sont venues notamment pour assister à la messe dès le matin. Pour Anne, son épouse, c'est une véritable résurrection de la cité mariale. Là, enfin, on revit Lourdes comme on avait l'habitude. On voit du monde qui passe. C'est ça, Lourdes. Même s'il y a un peu moins de monde que d'habitude, mais quand même, on revoit la vie, quoi. On espère bien que l'année prochaine, les choses redeviennent quasi normales. Le recteur, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, lui aussi, déambule au milieu de tous ces pèlerins et son masque dissimule un grand sourire de voir autant de monde pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Ça fait pratiquement 2 ans que l'esplanade du sanctuaire n'a pas été remplie de cette manière-là. Et c'est donc pour moi une joie, mais aussi, je dois avouer, une très profonde émotion de voir des malades, des valides, des jeunes, des vieux. J'ai l'impression, vous voyez, qu'on s'est battu pendant 2 ans pour que ce sanctuaire vive, pour que son rayonnement continue à croître alors même que les gens ne pouvaient pas venir ici. Et notre récompense aujourd'hui, c'est que les gens reviennent. Malgré tout, pour la deuxième année consécutive, la crise devrait affecter les finances du sanctuaire qui a perdu 4 millions d'euros l'an dernier, probablement autant en 2021. Et tous espèrent que le retour des pèlerins étrangers l'année prochaine permettra de tourner définitivement la page du Covid. À Lourdes, Benjamin Péter, Europe 1. Le football est un petit match nul de partout pour Marseille contre Bordeaux hier soir dans la deuxième journée. Les retrouvailles de l'OM au stade Vélodrome avec ses spectateurs ont donc été en demi-teinte. Un peu plus tôt, Lyon a été défait à Angers, défaite 3-0. Voyager autrement, c'est apparemment l'une des aspirations des Français avec la crise du Covid. Et les demandes de réservation sur les sites de location de jardins explose. L'idée est simple, vous réservez un bout de terre pour planter votre tente ou garer votre camping-car, de l'espace, de la verdure, du calme pour éviter la foule des campings et des hôtels touristiques. Voilà le concept, le reflet d'une nouvelle tendance un peu plus insolite, Laura Taouchanoff. Planter sa tente chez l'habitant pour dépenser moins et surtout se retrouver au vert. Voilà ce que prévoit de refaire Julie dans le sud de l'Italie. Comme l'été dernier, la jeune femme n'ira ni au camping ni à l'hôtel. D'avoir un espace un peu plus tranquille, qui n'est pas forcément dans la foule, de se réveiller le matin en pleine nature. Donc du coup, pas vraiment de port du masque, pas de restrictions comme ça. Ça, c'est vraiment l'avantage. Et pour les hôtes de ces voyageurs, c'est aussi le plaisir de la rencontre au fond de son jardin. Emmanuelle a 57 ans. Devant sa maison dans l'Eure, elle propose une dizaine
dizaine d'emplacements. Ça me permet de m'échapper ailleurs tout en restant chez moi. Et là, j'ai des Hollandais qui viennent de partir. On a dîné un soir ensemble. On arrive chez quelqu'un, dans une famille. Il y a des gens qui sont passionnés de fleurs, qui ont des jardins. Je sèche mes graines moi-même de mes propres fleurs. Donc, je donne des graines. C'est pas vendu, c'est offert. C'est cadeau. Parce qu'un jour, ils ont pris le temps de s'arrêter chez moi. S'arrêter chez l'habitant permet aussi de pratiquer un tourisme plus responsable, de plus en plus privilégié depuis la crise sanitaire. Sur son site Home Camper, Étienne de Galbert reçoit 3 fois plus de demandes qu'en 2020. En mettant à disposition un parc ou un jardin, en proposant soit des toilettes sèches, des douches solaires, on va laisser finalement très peu d'impact sur l'environnement. Et le site Home Camper recherche des hôtes dans des régions très demandées comme les Landes, l'Ardèche ou la Corse. Voilà un concept qui peut vous inspirer. Merci Laura Taouchanoff. Dans le journal de Florence Cohen. Merci Florence, on vous retrouve tout à l'heure à 9h. Europe 1.